Et qui est arrivé il y a une petite heure à Hawaï pour reprendre ses vacances qui avaient été interrompues, satisfait donc d'avoir réussi à tenir sa promesse de campagne qui visait une fiscalité plus juste. Et puis des places bien sûr financières qui se réjouissent de ne pas faire face à une récession certaine. Et pourtant, l'accord arraché au forceps et qui prévoit des hausses d'impôts sur les plus riches ne fait que repousser le problème, plus grave selon le président américain, du plafond de la dette américaine ainsi que celui des coupes budgétaires aussi controversées que nécessaires. Une falaise fiscale donc évitée pour l'heure, mais des menaces et des batailles à venir qui pèsent toujours sur l'économie mondiale en ce début d'année. Et puis bien sûr, au fond, des questions qui se posent des deux côtés de l'Atlantique sur l'avenir, sur la fiscalité, sur la crise et sur l'équilibre budgétaire. Et ceci, bien sûr, avec beaucoup d'urgence. On en parle ce soir dans le débat avec mes invités. Anne Kratz, qui représente Democrats Abroad, qui est avec nous ce soir en plateau avec moi. Merci beaucoup d'être là. À ma gauche, Frédéric Bonnevet, qui est associé d'Antera Partners et membre du Cercle des fiscalistes. En plateau aussi bien avec un peu de retard, mais heureusement est arrivé juste à temps, Soufiane Al-Sabag, qui est spécialiste des affaires intérieures des États-Unis et auteur de la Nouvelle Droite américaine. Et nous avons le plaisir de recevoir en duplex de New York un économiste américain, Évariste Lefebvre. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous propose, avant de passer à notre débat, un retour sur le vote d'hier soir à Washington, un vote suivi bien sûr par le monde entier. 257 voix pour, 167 voix contre. La Chambre des représentants approuve à son tour l'accord adopté la veille par le Sénat. Le vote met fin à des semaines de négociations pour éviter le mur budgétaire et la cure d'austérité forcée, prévue en cas de désaccord au Congrès. Malgré leur réticence, les républicains majoritaires à la Chambre ont en partie entériné le texte. L'accord prévoit 12 milliards de dollars de réduction des dépenses et une hausse d'impôts pour tous les foyers aux revenus supérieurs à 450 000 dollars par an. Cette loi est vitale pour que l'économie de notre pays se porte bien. Elle répond aux objectifs du président de demander aux 2% des Américains les plus riches de payer plus d'impôts et de protéger 98% des familles américaines. Quelques heures avant le vote, les républicains ont finalement renoncé à amender le texte pour y ajouter des coupes supplémentaires. Le Sénat avait fait savoir qu'il n'accepterait aucune modification du compromis. Mais il ne s'agit là que d'un accord partiel. L'arbitrage sur les coupes budgétaires a été repoussé de 2 mois. Un autre débat attend les élus du Congrès, celui du relèvement du plafond légal de la dette américaine, qui a atteint sa limite ce lundi. Voilà, un retour donc sur ce vote suivi de si près par le monde entier. Frédéric Bonnevet, il s'agit bien sûr vraiment d'une catastrophe qui a été évitée à la dernière minute. Une catastrophe de court terme qui a été évitée, oui, puisque des mesures automatiques avaient été prévues en cas d'impossibilité d'accord entre républicains et démocrates, qui auraient environ vu le retrait d'engagement public avoisiner 600 milliards, un montant assez considérable qui aurait probablement pesé sur la croissance américaine et éventuellement plongé le continent, voire l'économie mondiale en récession à nouveau. Heureusement, cela a été évité. En revanche, il ne faut pas se leurrer, aucun accord de long terme n'a été prévu quant au rééquilibrage des comptes à plus longue échéance. Il s'agit de se pencher désormais sur les dépenses. C'est évidemment le principal élément de l'effort qui est demandé aux politiques. Et là, tout reste à faire. Soufiane Al-Sabag, un accord bipartisan, mais qui reste quand même profondément déséquilibré. Quand on regarde que d'un côté, le président américain a réussi à obtenir une hausse des impôts, donc qui était finalement une de ses promesses électorales. De l'autre côté, les républicains qui avaient promis des coupes budgétaires, pour l'instant, n'ont rien. C'est ça, mais en fait c'était prévu. Le président avait prévu de faire les choses dans cet ordre, c'est-à-dire en janvier, 1er janvier, obtenir les augmentations d'impôts, puis fin février s'occuper des coupes budgétaires. Donc c'est vrai que pour le moment c'est plutôt une victoire pour Barack Obama, mais les républicains savent très bien que leur tour va venir. Et leur tour va venir aussitôt que le plafond de la dette sera atteint, c'est-à-dire à peu près fin février ou début mars, dans le meilleur des cas. Une bataille à venir pour le président américain. On l'a entendu tout sauf conciliant finalement dans son ton en sortant de cette bataille, content de sa victoire. Et pourtant, les républicains pourraient justement chercher à avoir une espèce de revanche. Oui, écoutez, cette histoire du plafond, des emprunts des États-Unis, c'est à la fois une très vieille histoire parce qu'il est en principe automatiquement voté. À partir du moment où le Congrès américain a voté un budget, il faut augmenter le plafond des emprunts pour pouvoir faire face aux dépenses. Et cela fait environ seulement une dizaine d'années que l'opposition s'est emparée de cette chose spécifique et en a fait un cheval de bataille. Alors c'est vrai qu'il va falloir qu'Obama se batte contre cela, mais il a déjà prévenu qu'à partir du moment où le budget est voté, il serait ridicule
de la part des républicains de passer du temps là-dessus, parce qu'il y a des problèmes encore beaucoup plus importants. Et moi, il me paraît très clair que, de toute façon, ce relèvement du plafond des possibilités d'emprunt des États-Unis sera voté. C'est un petit peu comme le fiscal cliff. Je crois que beaucoup d'analystes aux États-Unis savaient très bien qu'à la dernière minute, ça allait être voté, c'est simplement parce que le public américain, qu'ils soutiennent les républicains ou les démocrates, était tout à fait contre laisser le fiscal cliff se produire. Donc c'est pas tout à fait étonnant que ça ait lieu en dernière minute. Les républicains ont essayé jusqu'à la dernière minute et ils ont quand même obtenu quelques petites concessions, notamment dans les impôts sur les hauts revenus. Bon, eux, ils voulaient taxer les gens au-dessus de $1 million. Le président Obama voulait les taxer au-dessus de $250 000. Bon, ils ont fait la moitié du chemin chacun. Ça sera $450 000 pour un foyer de 2 personnes qui seront taxés à 39,6%, c'est-à-dire le même montant que sous le président Clinton, par opposition aux 35% jusqu'alors. Et ça sera 450 000 donc pour un foyer et 400 000 pour une seule personne. On est loin d'ailleurs des 75% que voulait que cherche à obtenir François Hollande. J'espère que nous aurons le temps d'en parler ce soir. Donc vous parliez du fait que les républicains en avaient fait une espèce de cheval de bataille. Il y a bien sûr des républicains qui ont voté non. Il s'agit surtout de la droite républicaine. Nous sommes en ligne avec Suzanne Guggenheim qui représente donc une activiste au sein du Tea Party américain qui est en direct du Texas, cofondatrice du Texas Tea Party Patriots d'ailleurs. Bonsoir Suzanne, merci beaucoup d'être avec nous. La partie du parti républicain, donc la partie ultra-droite, la Tea Party du parti républicain, a continué à voter non jusqu'au bout. N'était-ce pas irresponsable ? D'une part, je pense qu'on ne peut pas dire que ce soit uniquement la partie droite du parti républicain, ou alors elle est très large, puisque 2/3 des républicains ont voté contre ce projet de loi. En fait, il n'y a qu'un tiers donc des républicains qui ont voté pour, et c'est donc purement un projet voté par les démocrates au Congrès. Et je ne pense pas que ce soit irresponsable. Je pense qu'ils ont été élus pour s'opposer à un relèvement des taxes et pour s'assurer qu'il y ait des réductions de dépenses, et ils n'ont obtenu ni l'un ni l'autre. Donc ils n'ont fait que leur devoir dans l'opposition à ce projet. Au final, n'ont obtenu ni l'un ni l'autre. Pas de coupe budgétaire pour l'instant. Est-ce que cette bataille, de votre point de vue, du point de vue des Républicains, doit s'annoncer donc féroce pour les mois à venir ? Justement, quand il s'agira des coupes budgétaires d'un côté et de ce relèvement du plafond de la dette américaine de l'autre. Si vous voulez, pour moi, j'ai une vue un peu plus pessimiste des choses. Pour moi, c'est un petit peu cette discussion sur la falaise budgétaire, c'est un peu une farce. C'est un concept qui a été créé de toutes pièces, en fait, en accord par le président des États-Unis et par le président du Congrès, John Boehner, pour délayer des décisions difficiles avant les élections. On savait depuis des années que ce problème existait, et une fois de plus, on laisse à la dernière minute pour donner une impression d'urgence ces décisions urgentes. Et on arrive à ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire un projet de loi important qui est voté sans qu'une fois de plus, personne n'ait vraiment eu le temps de l'étudier. C'est un projet de 157 pages qui est plein de lard, du porc, comme on dit ici, et que personne n'a eu le temps d'étudier. Il aurait fallu 5 pages pour faire ce qui était vraiment l'objet, et le reste, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la crise actuelle et qui ont été une fois de plus intégrées au projet de loi. Frédéric Bonnevet, donc une difficulté, un problème créé de toutes pièces par les démocrates selon donc les républicains. Est-ce que c'est votre lecture aussi ? Je crois que c'est un problème qui est une contrainte auto-imposée par le politique américain et un effet scénique qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler certaines méthodes très européennes, et finalement donc une scène qui est posée,
un obstacle à franchir, un délai qui court. Oui, parce que ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons dans cette situation, exactement. Ni d'ailleurs autour de cette table en train de discuter qui sera de toute façon franchi très bientôt, 16 400 milliards de dollars, une législature qui prend fin, une réunion prétendument la dernière chance, un accord à minima, in fine, et puis un grand soulagement de la part de l'audience pour l'heure, mais on le verra, je crois, un soulagement qui sera de très brève durée, puisqu'en définitive, on a repoussé l'obstacle sans véritablement le franchir. Et Soufiane El-Sabag, la véritable bataille, c'est celle-ci. C'est celle autour des coupes budgétaires, c'est celle autour du relèvement de ce plafond de la dette américaine. On l'avait vu d'ailleurs à l'été 2011. C'est une bataille d'ailleurs qui avait mené à ce que la note souveraine des États-Unis soit dégradée par Standard & Poor's. La véritable bataille, le véritable danger, il sera fin février, début mars. Absolument, et c'est vrai que les États-Unis ne peuvent pas faire défaut. Les États-Unis n'ont jamais fait défaut dans leur histoire et ce serait un signal terrible adressé au marché si les États-Unis n'étaient pas capables de rembourser leurs dettes. Donc les États-Unis, de toute façon, il y aura forcément un deal début mars ou fin février parce que c'est comme ça, c'est obligé véritablement. Les politiques n'ont pas le choix. Maintenant, Obama, il doit vraiment se méfier parce qu'il a fait beaucoup de concessions sur les hausses d'impôts et les républicains maintenant vont en demander beaucoup fin février. Et ça, il peut tomber dans le piège. Il faut faire très très attention à ça. On peut s'attendre à ce que les républicains demandent autant de coupes budgétaires qu'ils veulent relever le plafond de la dette. Justement, je vous propose d'écouter donc le président américain qui se félicitait donc de cette victoire, puisque comme on le disait à l'instant, il a tout de même réussi son pari, qui était une hausse des impôts pour les Américains les plus riches, donc sa promesse de campagne. Je vous propose de l'écouter. La promesse centrale de ma campagne était de changer la fiscalité qui favorisait trop les plus riches contre les classes moyennes. Ce soir, nous l'avons fait, grâce au vote des démocrates et des républicains au Congrès. Je vais signer une loi qui augmente les impôts des 2% des Américains les plus riches tout en évitant une hausse des impôts pour les classes moyennes qui aurait pu refaire plonger l'économie dans la récession et évidemment avoir un impact sévère sur les familles dans tout le pays. Voilà, un ton là, Anne Kratz, qui est tout sauf conciliant, le président américain qui appuie un petit peu sur justement les boutons qui vont vraiment énerver les républicains. Est-ce qu'il ne risque pas de payer assez cher ce qu'il a obtenu cette fois, justement, dans 2 mois ? Écoutez, comme vient de le dire monsieur et monsieur également, dans 2 mois, le relèvement du plafond de la dette américaine sera forcément voté. Parce que personne ne peut faire autrement. Donc là, ici, un prix à payer, ça ne sera pas là. Ça sera, comme vous dites, dans les négociations avec les républicains sur les coupes budgétaires à apporter au budget américain. Et ça va être, à mon avis, l'objet de très longues tractations, puisque les républicains n'ont jamais fait connaître à la partie adverse, c'est-à-dire en ce cas précis aux démocrates, quels étaient les endroits exacts où ils voulaient faire, non pas des coupes, mais empêcher qu'il y ait des niches pour les gens qui leur permettraient de payer moins d'impôts. Donc tout ça, c'est, si vous voulez, on peut parler d'une bataille qui s'annonce, et c'est une bataille qui s'annonce, mais je crois que les républicains sont aussi embêtés, si vous me permettez ce terme, que les démocrates au moment d'aborder cette bataille. Et je voudrais juste dire 2 mots sur ce qu'a dit Madame du Tea Party au Texas. Elle a tout de suite mentionné une espèce de conspiration entre Obama et Boehner. Là, et c'est là où on voit l'antagonisme de ce Tea Party, qui est quand même assez marginal, malgré tout, sur la scène politique américaine, envers le chef de la majorité républicaine au Congrès, qui appuie leur propre parti. Il est d'ailleurs, sa réélection est d'ailleurs à l'ordre du jour dans quelques jours, et il tremble un peu sur ses bases, mais enfin, je pense qu'il va être réélu lui aussi. Cela dit, je voudrais dire aussi qu'il faudrait voir une chose. Le Tea Party a un certain nombre de membres qui ont été élus au Congrès, bien sûr, et qui ont été réélus à la dernière élection. Mais dans 2 ans, il va y avoir une autre élection. La Chambre sera complètement changée, et on sent déjà, par de multiples éléments, qui indiquent que le Tea Party est tout de même en perte de vitesse. Parce qu'il s'est montré d'un tel extrémisme, cette histoire fiscale, pardon, qui par ailleurs est assez mal comprise de l'américain moyen, parce que c'est assez compliqué, parce que dans le fiscal cliff, il y avait aussi toute cette histoire de la average tax qui en fait était une façon pour les riches de payer beaucoup moins d'impôts parce qu'elle n'était pas indexée sur l'inflation. Et avec cet accord qui a été signé avec Boehner, elle est maintenant indexée sur l'inflation. Et ça, c'est très important pour la classe moyenne américaine parce que sinon, ils auraient dû payer beaucoup plus d'impôts.
Enfin, ça, c'est un détail que monsieur l'économiste connaît mieux que moi. Mais ça, c'était très important. Je veux dire par là que Obama a maintenant quand même le vent en poupe. Il a fait ce qu'il avait promis pendant sa campagne, c'est-à-dire augmenter les impôts pour les plus riches. Sinon diminuer les impôts pour la classe moyenne, au moins ne pas leur imposer d'impôts plus élevés. Et maintenant, il va dire aux républicains, présentez-moi, donnez-moi des idées. Or, les républicains, jusqu'à présent, ne nous ont rien montré. Je voudrais faire intervenir aussi Évariste Lefebvre, qui est à New York en direct. Il nous rejoint en duplex de New York. Il travaille pour Natixis, qui est économiste. On l'entendait à l'instant, donc un pari réussi pour Barack Obama par rapport à l'imposition des Américains les plus riches. Et pourtant, cette hausse d'impôts n'ira bien sûr pas assez loin pour finalement solutionner l'essentiel, le plus urgent, qui est bien sûr le déficit public américain. Tant de questions repoussées finalement pour l'avenir. Oui, c'est ça le gros problème. Et d'ailleurs, la plupart de vos intervenants l'ont mentionné. Ce qui se passe, c'est qu'on ne fait que ce que les Américains appellent ici « kick the can down the road ». On balance littéralement la boîte de conserve le long de la route. On reporte tout un peu plus tard. Même Obama, lorsqu'il se vante d'avoir mis en place une réforme fiscale, tout simplement parce qu'il a réussi à augmenter les impôts des Américains, 2% d'Américains les plus riches, on pourrait presque sourire. Finalement, le gros souci principal économiquement, et bien sûr, on a évité pas une récession, parce qu'on n'allait pas avoir de récession, on allait avoir un ralentissement économique, alors il sera peut-être moins fort, mais on va avoir un déficit public toujours de 6% cette année, et on n'a rien résolu des problèmes à la fois de dépenses, de recettes, et surtout ce qui est très important, c'est que le fiscal cliff en tant que tel ne prenait pas en compte l'essentiel des problèmes fiscaux américains, qui sont essentiellement la vieillesse et surtout la santé. Et prenez l'exemple de la santé, il y a quelque chose qui s'appelle le DocFix, qui est un mécanisme qui est censé finalement limiter la baisse des prix, des remboursements aux médecins. Et bien, lui aussi, il a été prorogé d'une année. Donc il n'y a rien qui ressemble à une réforme fiscale. Et Obama, finalement, même si dans une certaine mesure il a le vent en poupe, c'est pas montré non plus comme le négociateur le plus habile. Donc on se retrouve dans une situation un peu paradoxale où les élections présidentielles et d'ailleurs sénatoriales et du Congrès en général ont montré qu'il y avait vraiment un recentrage de la population. Donc on a une vision un peu plus centriste des choses, mais on a l'impression aussi que le président incarne finalement le blocage. Et je pense que pour la plupart des intervenants l'ont mentionné, oui, il y aura un accord sur le plafond de la dette parce que c'est probablement la chose la plus anachronique qui existe aux États-Unis, puisque si on veut contrôler la dette, il suffit de contrôler le déficit a priori. Donc c'est simple, on ne devrait même pas avoir à se poser la question. Mais le vrai problème, c'est qu'on va avoir énormément de volatilité, énormément d'incertitudes et surtout avec une nouvelle majorité qui va chercher un petit peu ses marques. Donc bien sûr, le Tea Party est affaibli, mais globalement, l'horizon n'est pas beaucoup plus clair, sauf peut-être une économie qui ralentira peut-être un petit peu moins qu'attendu, puisque, et ça il faut quand même le souligner, l'économie américaine vit toutes ces négociations dans un contexte où elle se porte bien mieux qu'il y a encore 2-3 ans. Et c'est grâce à cela, finalement, que les choses ne se sont pas dégradées pendant les dernières semaines de négociations. Bon, mais on y reviendra dans un tout petit moment. On va faire une petite pause, mais on se retrouve très rapidement pour la deuxième partie du débat.